Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec ma première vidéo littérature. Comme promis, la semaine passée, j'ai fait ma première vidéo sur mes 5 livres préférés à ce jour. Je dirais que les romans que je vais présenter, je les connais depuis 3-4 ans. Pour la plupart, je les ai lus plus d'une fois. Et puis, je vais expliquer un peu l'œuvre dans son ensemble, faire un petit résumé sans révéler des informations compromettantes. Je vais aussi essayer de faire une petite mise en contexte de l'œuvre et donner mes impressions sur le roman. Je vais aussi mentionner que les livres ne sont pas présentés dans un ordre particulier. Par contre, je me garde le dernier qui est mon préféré pour la fin, parce qu'on garde le meilleur pour la fin toujours. Donc le premier roman que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Donc 100 ans de solitude a été écrit en espagnol dans sa langue d'origine et a été écrit en 1967. Gabriel García Márquez, c'est un auteur culte dans la littérature latine. Il a d'ailleurs gagné le prix Nobel de la littérature en 1982. Gabriel García Márquez popularise le mouvement du réalisme magique avec 100 ans de solitude. Donc, dans le fond, 100 ans de solitude, pour faire un résumé, c'est un couple marié qui est incestueux. Et puis, ce couple-là va être condamné à une certaine malédiction ou une prophétie de la part du gitan Melquiades. Et puis, dans le fond, le couple va s'isoler dans un village qu'ils vont fonder eux-mêmes, qui ne sera pas en contact avec le monde extérieur, vraiment, à l'exception fait des gitans qui vont venir au village parfois. Et puis, dans le fond, nous, on suit les différentes générations à travers le temps qui vont toujours vivre sous l'emprise de cette malédiction-là. Donc, ils vont toujours être un peu promis à une certaine tragédie ou un événement plutôt malheureux. Donc voilà l'histoire en résumé. Je sais que c'est pas nécessairement joyeux comme sujet, mais en même temps c'est pas très tragique. Ben oui, c'est tragique comme roman, mais ça se lit bien. Je sais pas comment l'expliquer. Donc Gabriel García Márquez, dans 100 ans de solitude, bien évidemment, visite le thème de la solitude. Donc la solitude est un thème assez particulier dans ce roman-ci parce qu'il va être imagé de différentes manières. Donc d'abord l'isolement géographique du village qui est coupé du monde extérieur. Et il va avoir aussi la solitude dans l'oubli des mots, l'oubli de qui on est, de notre passé, dans la maladie aussi. Il va décortiquer la solitude. Dans ce roman-ci, il y a peu de descriptions, je trouve en tout cas. Peu de descriptions de personnages, seulement les descriptions nécessaires. Peu de descriptions de lieux, d'événements. Énormément d'action, ça va vraiment vite. On passe d'un personnage à l'autre, on suit leur histoire, mais vraiment, c'est un rythme particulier. Justement, Gabriel García Márquez disait de son roman que c'était la boucle du temps. Donc, on sent continuellement cet effet-là de boucle, donc de toujours retourner au début à travers les personnages. Et un thème aussi que j'aime beaucoup dans ce roman-ci, c'est le thème des ancêtres, si on veut. Le bagage qu'on porte de par notre histoire. Donc, les personnages ont souvent recréé les mêmes choses à travers les générations. Je vais quand même mentionner que dans ce roman-ci, il y a présence d'inceste et de violence. Vraiment, auteur à découvrir. Si jamais 100 ans de solitude, vous trouvez ça un petit peu trop difficile comme lecture, c'est vrai que la première lecture de 100 ans de solitude peut être un petit peu difficile. Les noms sont répétitifs, les personnages sont toujours nommés par un nom de quelqu'un de leur famille, donc c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Ça devient mélangeant, mais quand même, moi je trouve que García Márquez a fait tout un travail pour leur donner des surnoms, pour qu'on puisse vraiment bien les reconnaître. Mais je dirais que la deuxième lecture est beaucoup plus facile là, de ce roman-là. Donc si jamais vous voulez découvrir une autre œuvre de Gabriel García Márquez, je conseillerais L'amour au temps du choléra. Dans ce roman-ci, il y a une histoire d'amour, contrairement à l'autre, qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans ce roman-ci. Donc, dans L'amour au temps du choléra, il y a un petit triangle amoureux, du moins une relation amoureuse qui est assez fascinante.
C'est pas un roman à l'eau de rose, c'est vraiment un roman émouvant puis vraiment bien écrit. Les personnages sont forts dans ce roman-ci. Donc peut-être pour apprivoiser Gabriel Garcia Marquez, ça pourrait être une façon. Mais ouais, donc dans le fond, c'est un autre roman de Gabriel Garcia Marquez qui vaut la peine d'être lu, mais moi c'est Cent ans de solitude qui me fait voyager. Vraiment, je pense que c'est ça que je dirais le plus proéminent dans pourquoi je l'aime, c'est qu'il me fait voyager. J'ai l'impression qu'on rentre dans son univers, on n'en ressort pas. Moi, c'est des thèmes qui me fascinent. C'est un peu mythique ou je sais pas, le thème de l'alchimie, j'aime beaucoup les gitans, un peuple nomade qui amène toujours les nouvelles inventions, qui lie les peuples ensemble, les cultures, des gens cultivés mais qui ont des vies excessivement difficiles. C'est un thème qui m'intéresse énormément pour toute l'émotion que ça me procure. Vraiment merveilleuse œuvre littéraire. Le deuxième roman que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, on change vraiment de style, d'époque, de tout. Donc, le deuxième livre, c'est Léo de Hurlevent de Emily Brontë, qui a été écrit d'abord en anglais et publié en 1847 pour la première fois sous le pseudonyme Alice Bell pour l'auteur, puisque c'était une femme, bien entendu. Donc, classique de la littérature anglaise, le roman dérangeait puisqu'il brisait un peu les conventions sociales. C'était un roman lugubre, passionné, ténébreux. Les gens n'aimaient pas nécessairement ce genre d'écriture-là à l'époque parce que ça dérangeait. Emily Brontë a fait qu'un seul roman puisqu'elle est décédée à un très jeune âge. Elle est décédée à 30 ans de la tuberculose. Et puis, ce qui est vraiment fascinant par rapport à cet auteur, c'est qu'elle n'a jamais vraiment vécu l'amour. Et pourtant, on dit qu'Emily Brontë s'est beaucoup inspirée des œuvres littéraires qu'elle lisait. Elle était très cultivée. Mais aussi qu'elle s'est inspirée de son frère pour faire les personnages de Hindley et de Heathcliff, parce que son frère, apparemment, était alcoolique. Et puis, il faisait des crises un peu psychotiques. Donc, ça allait éveiller chez Emily une certaine fascination pour l'être torturé. Et il y en a là-dedans, des êtres torturés. Donc, un petit résumé de ce roman. Dans le fond, on suit l'histoire de Heathcliff, qui est un jeune garçon orphelin, gitan, encore une fois, gitan revient toujours. Il est abandonné un peu, on sait pas trop qu'est-ce qui lui est arrivé. Puis il va être pris en charge par un homme, Monsieur Earnshaw, qui va décider de l'amener chez lui puis de l'adopter. Et puis il présente ses deux enfants, Hindley, le plus vieux, et la plus jeune, Catherine. Puis dans le fond, la nouvelle va être prise différemment de chacun des côtés de la fratrie, disons. Donc Hindley n'aimera pas du tout Heathcliff, il va justement le voir comme un gitan, un être dangereux qui va vouloir prendre sa place. En passant, je m'excuse si l'éclairage change toujours. J'ai une fenêtre derrière moi. J'ai fait de mon mieux pour avoir un bel éclairage. J'espère que ça va pas trop paraître à la caméra. Et puis, Catherine va bien recevoir Heathcliff. Dans le fond, elle va être trouvée chez lui, un peu comme sa flamme jumelle, si on veut. Catherine est une petite fille sauvage, un peu libre d'esprit. Et puis, Heathcliff va être un peu comme ça lui aussi. Par contre, Heathcliff va avoir le cœur brisé parce que Catherine va considérer marier un autre homme qui est d'une meilleure classe sociale que Heathcliff, bien évidemment, pour qu'elle puisse s'élever dans la société. Donc, Heathcliff va disparaître pendant 3 ans et revenir un réel gentleman avec une fortune, et puis on sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir tout ça. Mais il revient avec un seul objectif, la vengeance. Il va obtenir vengeance, disons-le. Donc, il va tout faire pour ruiner Hindley, il va tout faire pour briser le cœur à Catherine. Et dans le fond, il va torturer tout le monde, et même les générations suivantes, donc les enfants. Il va vouloir contrôler tout. Mais ça va pas nécessairement bien marcher pour lui. Le roman est raconté d'une façon intéressante. Dans le fond, il y a une mise en abîme qu'on appelle.
un conte dans un conte. Ce qui veut dire que le narrateur est présent dans le récit. C'est dans le fond un jeune homme qui loue une maison à côté des Hauts de Hurlevent. Et puis, il va se faire raconter l'histoire par Nelly la servante. Donc, c'est pour ça qu'on dit que dans le fond, il y a un conte dans un conte. Et puis, même à partir de là, des fois, il va encore avoir une deuxième mise en abîme d'un autre personnage qui raconte son histoire. Donc, la narration ici est très complexe, est très complète aussi. Mais ça dérange pas le récit. C'est vraiment pas dérangeant. Ça se fait bien, c'est fluide. Puis ça l'ajoute au propos du roman. La première fois que je l'ai lu, j'étais un peu perplexe par rapport à la narration. Je trouvais que justement, il nous manquait un bout de l'histoire parce que c'est toujours les témoins qui parlent. Mais justement, avec ma deuxième lecture, j'ai compris que dans le roman, il y a 3 types de personnages. Il y a les acteurs, il y a les victimes et il y a les témoins. Et c'est les témoins qui parlent. D'enlever la parole aux acteurs qui posent les gestes, c'est de leur enlever la possibilité d'expliquer leurs gestes. Donc je crois que là-dedans, il y a un propos assez important d'enlever la parole à celui qui aurait dû s'expliquer dans le fond. Donc je pense qu'on aurait eu un tout autre roman si ça avait été Heathcliff qui l'avait raconté par exemple. Donc narration très intéressante. C'est sûr que les thèmes m'intéressent, donc la passion, les émotions fortes, la vengeance aussi, mais surtout la trahison. Tout ce qui est trahison pour moi me fait vibrer. Donc c'est sûr que ça vient me chercher un peu plus. Mais on parle aussi d'une certaine façon des classes sociales, des inégalités. Aussi le thème de la nuit qui est souvent relevé, des Hauts de Hurlevent. Dans le fond, on fait souvent référence à la nuit, à la lune, à la pluie aussi. C'est jamais une belle journée ensoleillée, disons. La lune a un impact vraiment important sur les personnages, sur le thème général, l'ambiance générale du roman. C'est vraiment un roman, je trouve qu'on s'attache aux personnages. Ils sont loin aussi quand même d'une vie ordinaire, là, si on veut. C'est tellement fort en émotion. Mais tout de même, on s'attache, on les comprend. Et puis, il y a vraiment des très très belles phrases là-dedans, des belles citations, des beaux passages, je trouve, quant à moi. Donc vraiment, roman à lire, je crois. Puis aussi pour comprendre les œuvres plus contemporaines, mais qui traitent quand même de ce genre de sujet-là, je crois qu'elle a quand même... c'est quand même une auteure d'avant son temps, si on veut. Dans ce roman-ci, il y a très peu d'éléments contextuels aussi, j'ai l'impression. On sait qu'ils sont en Angleterre, puis on sait à peu près l'époque, mais c'est pas mal tout. Il n'y a aucun contact avec l'extérieur dans le roman, puis c'est vraiment intéressant aussi. C'est un semblant de huis clos, si on veut. Les personnages sont tous pris ensemble, puis ils vont toujours devoir se jouer cette fameuse pièce de théâtre tous ensemble. Donc le huis clos est très intéressant aussi dans les romans. Un lieu fermé, un lieu où les gens sont comme confrontés les uns aux autres. Donc ça crée des tensions, puis c'est ça qui crée un roman. Emily Brontë est la sœur de Charlotte Brontë, auteure beaucoup plus populaire à l'époque, qui a écrit Jane Eyre, qui est un classique aussi de la littérature anglaise. Donc les deux ont vraiment fait leur marque dans la littérature. Personnage féminin très fort, résiliente, qui surmonte beaucoup d'épreuves dans sa vie, très intelligente, qui compte pas sur son apparence physique pour obtenir quoi que ce soit. Et puis elle va tomber en amour avec un homme de pouvoir, et puis voilà. Très très bon roman, je l'ai aimé aussi, je vous le conseille. Mais bien évidemment, les Hauts de Hurlevent m'ont fait beaucoup plus vibrer. Donc, le troisième livre que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est La voleuse de livres par Markus Zusak. La voleuse de livres a été écrite d'abord dans sa langue originale, qui était l'anglais. Markus Zusak est un Australien et ça a été publié pour la première fois en 2005. La voleuse de livres est un roman historique
mais qui est aussi considéré roman pour jeunes adultes dans quelques pays. Dans le fond, un roman historique, c'est une histoire dans un contexte qui a déjà eu lieu, donc dans ce cas-ci, la Seconde Guerre mondiale. J'aime beaucoup ce type de roman-là. Ce sont des romans qui sont souvent controversés, parce que parfois certaines erreurs de précision historique, dans le fond. Mais pour ma part, ça me dérange pas tant que ça, parce que je sais en lisant un roman historique que c'est une fiction. Mais je crois que c'est quand même une manière de parler d'un sujet d'une façon artistique et aussi d'ouvrir les yeux sur ce qui s'est produit, d'ouvrir son esprit à certains thèmes. La voleuse de livres, c'est l'histoire de Liesl, une jeune Allemande qui va se faire, dans le fond, transférer dans une famille adoptive. Elle et son frère, mais son frère va mourir en chemin, dans le train. Et puis donc, sa mère et elle vont enterrer le petit garçon à côté du chemin de fer. Et puis, Liesl va voir que un monsieur a laissé un livre traîner. Il va décider de voler son premier livre. Puis elle va chérir ce roman-là. Et puis, son père adoptif va lui faire la lecture du roman, lui enseigner des mots. Puis elle va se mettre à voler tous les livres qu'elle a la possibilité de voler pour pouvoir continuer à apprendre, puis à se faire raconter des histoires. Et puis dans le fond, les parents adoptifs de Liesl vont de leur côté héberger un jeune juif dans leur sous-sol. Donc Liesl va se lier d'amitié avec Max. Ce que j'aime particulièrement de ce roman-ci, et la raison pour laquelle je l'ai choisi, parce qu'il y a beaucoup de romans historiques que j'aime, c'est à cause de la narration. Je trouve la narration vraiment intéressante. Dans le fond, la narration est faite par la mort. La mort ici se présente comme un être nostalgique, mais surtout cynique. Et puis la mort va se permettre de faire quelques petits commentaires sur les humains en général. La mort se dit même hantée par les humains, donc. Elle est investie émotionnellement. Dans un roman, l'auteur va souvent utiliser un regard extérieur pour pouvoir émettre une critique sur quelque chose qui est trop proche de nous. Par exemple, un auteur va utiliser un enfant comme narrateur pour pouvoir faire ses critiques sur les adultes, par exemple. Donc ici, Zusak, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il utilise la mort comme regard critique sur la société, donc se permet de faire des commentaires un petit peu plus subjectifs, mais utilise aussi Liesl, parce que Liesl est une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence pendant le roman et qui commence à avoir une certaine opinion sur ce qui se passe, une certaine perspective sur ce qui se passe. Donc, il va y aller de deux sens, si on veut. De plus, dans le roman, il y a un format assez spécial parce qu'on y intègre des illustrations à certains moments. Par contre, c'est vraiment pas le principal du livre, là, le roman, hein, je veux dire. Ça vous donne une bonne idée, là. On l'a vu à peu près une fois. Parce que dans le fond, Max va vouloir écrire une histoire à Liesl. Et le seul roman qu'il y a sur lui qui lui a sauvé la vie, et c'est l'ironie, c'est Mon combat de Adolf Hitler, Mein Kampf. Mon allemand est très bon. Et puis, dans le fond, l'auteur a fait affaire avec une illustratrice qui a vraiment peinturé des pages de ce roman-là et créé des illustrations par-dessus. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant. C'est un format qu'on voit pas souvent. C'est original. C'est bien dosé. C'est quand même assez émouvant, je trouve. Je crois de l'avoir juste écrit, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact émotionnellement. Peut-être que c'est pour ça qu'il est considéré comme roman pour jeunes adultes, là, je sais pas trop. Mais voilà. Le fait que ce soit un roman classé jeune adulte dans certains pays, ben, ça montre un peu que c'est quand même un livre qui traite d'un sujet sérieux, mais qui est quand même accessible à tous. Il n'est pas trop difficile à lire, il est pas épouvantable, tu sais. Parce que c'est quand même un sujet que parfois on va tomber dans des
roman beaucoup plus difficile à lire émotionnellement. La voleuse de livres, je dirais que sa force, c'est les personnages, puis à quel point on s'y attache, leur histoire, leurs anecdotes, comment c'est raconté, on s'attache vraiment beaucoup. Et puis la fin est bien évidemment très émouvante. Moi j'ai pleuré là. Vraiment un roman un peu, mais comme émouvant, mais tu sais, tu te sens bien après l'avoir lu, tu le termines, puis t'es quand même en paix là. Mais je pense qu'il est là pour susciter des sentiments, susciter des émotions. Donc on parle ici de la famille, de l'amitié, de la solidarité entre les humains, parce qu'on y voit là-dedans la résistance allemande, les Allemands qui acceptaient pas le traitement fait aux Juifs, l'importance de l'art, de la littérature dans une société qui va mal. Et bien évidemment, il y a le thème de la mort qui revient beaucoup, parce que la mort se permet de faire quelques petits commentaires sur. Même, je me suis mis à penser au fait que la mort en français est féminin, en anglais n'a pas de sexe. Et si vous avez vu le film en français, la voix est masculine, puis ça m'a dérangée. En tout cas, mais, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça, là, ici, là, je trouvais. Tu sais, c'est la mort. Pourquoi c'est pas une femme qui meurt? Pourquoi c'est un homme? Mais en tout cas, voilà. Ça m'intéresse, le féminin et le masculin, dans quelle langue, pourquoi. Ça change beaucoup la vision d'un mot. Pour le 4e roman, je vous présente le premier roman d'une saga qui est très populaire actuellement. Donc je vais vous présenter simplement le premier roman, mais sachez qu'il comprend toute sa suite, parce que vraiment, c'est une saga qui vaut la peine d'être lue, vraiment. Donc je vous présente comme 4e roman L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Donc, qui a été publié en italien en 2011 pour la première fois. Elena Ferrante est un pseudonyme. L'auteur est anonyme. On ne connaît ni son sexe, ni son âge, ni sa profession. Oui, il y a quelques rumeurs sur une certaine éditrice, en tout cas, mais ça n'a jamais été confirmé. Donc, L'amie prodigieuse est le nom de la saga, mais aussi le nom du premier roman. On suit dans ce roman l'histoire de deux jeunes filles. Lennou, qui est la narratrice du roman, et Lila, sa meilleure amie, qui est une jeune fille vraiment mystérieuse, un peu prodige, mais bizarre, qui a des comportements pas toujours explicables. Dans le prologue du roman, on sait que Lila disparaît à l'âge de 66 ans, si je me trompe pas, qu'elle a laissé aucune trace et que son fils la cherche. Et on ne saura pas ce qui se passe jusqu'à la fin de la saga. Donc dans le premier roman, on a la période enfance et le début de la période adolescence des deux jeunes filles. Et on va poursuivre comme ça à travers les romans. Donc il va y avoir adolescence, maturité, vieillissement, quelque chose comme ça, là. Le roman prend place à Naples dans les années 50. Et on a vraiment une bonne représentation. Ben, en tout cas, bonne, je sais pas, parce que j'ai jamais vécu à Naples dans les années 50, là. Mais je veux dire que la contextualisation est quand même assez importante dans ce roman-là. Donc, on peut suivre les jeunes Italiens vivre dans l'Italie des années 50. On parle de la violence, de la pauvreté, de la faim, de la mort, de la révolution éventuellement aussi. Donc, on peut voir tout le contexte social qui a un impact sur les personnages. Le roman est écrit au jet, donc on a vraiment un accès privilégié aux émotions, aux pensées, aux valeurs de Lennou. Puis je crois que c'est ce qui se démarque dans ce roman-ci, c'est à quel point les pensées sont proches de ce qu'une jeune fille peut ressentir. On voit bien l'évolution aussi du personnage entre son enfance, son adolescence, quand elle devient adulte. Donc on suit toutes ces émotions-là qui la fait s'épanouir, puis on se retrouve, tu sais, pas. Lennou et Lila sont complètement opposés dans leur vie. Avec Lennou, on a un accès illimité dans ses pensées. On a le beau, le mauvais, le vertueux et le vicieux. On a absolument de tout dans ses pensées. Et à son opposé complètement, on a Lila, qui est complètement insaisissable. On n'a aucune idée de qui elle est vraiment.
Puis même quand on pense avoir une parcelle de sa personnalité ou de ce qu'elle est vraiment, arrive une autre scène, puis whoop, non, on sait plus trop. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que c'est la psychologie des personnages, c'est pas nécessairement une approche que tout le monde aime. Il y a des gens qui trouvent que de recréer des sentiments, des émotions, des valeurs d'un personnage, c'est pas le but de la littérature. Il y en a d'autres qui pensent que c'est complètement l'inverse, que ça devrait être ça. Donc, je vais pas partir un débat, là, mais moi j'aime quand même ça, avoir une certaine psychologie des personnages. Ça me dérange pas quand il y en a pas, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Je trouve la lecture facile de ce roman-ci, vraiment pas difficile, même, en fait, peut-être le début du premier roman. Le début du premier roman, c'est difficile d'embarquer un peu dans l'histoire, énormément de noms. Il y a même une table des personnages au début, un index, là, pour s'y retrouver. Mais moi, je vous dirais de continuer la lecture, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile. C'est juste pour contextualiser. Et puis pour avoir lu les suivants, je trouve que ils sont tous bons. Ils ont tous une autre valeur, ils ajoutent quelque chose. Et pour que vous sachiez, la saga est terminée. Il y a 4 livres. Donc après La Nuit prodigieuse, il y a... Je ne les présenterai pas là, mais juste pour que vous sachiez, il y a Le Nouveau Nom qui est le deuxième, qui est L'adolescence de Lennou et de Lila. Le troisième, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à ma mère. Parce qu'évidemment, je veux dire, je le mentionne à tout le monde, mais le troisième s'appelle Celle qui fuit et celle qui reste. Et le quatrième, c'est L'enfant perdu. Donc c'est le dernier de la saga. Je l'ai adoré. Pourquoi j'ai les gros pour toutes les autres? C'est simplement parce que quand j'ai lu le premier, je suis devenue folle. Puis là, le deuxième sortait, mais il sortait juste en gros, fait que je l'ai acheté. Et puis à chaque fois qu'il y en avait un nouveau qui sortait, qui se publiait en français, je l'achetais tout de suite. Mais je pense que pour ceux qui sont en poche, qui sont vraiment moins chers, ils sont rendus au troisième. Le quatrième, je pense que c'est bientôt là, qu'il va sortir en poche. Mais c'est sûr qu'ils sont chers. C'est surtout le premier même qui est très très cher. Puis je suis pas déçue parce que j'aurais aimé les avoir tout gros pour comme qu'ils soient tout beaux là, mais en tout cas. Donc le dernier livre que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est mon livre préféré. Et je pense que c'est le livre que j'ai le moins d'explications à faire sur ce roman-là parce que si vous le connaissez pas, c'est probablement le livre le plus connu au monde. C'est Le Petit Prince, bien entendu, d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a été écrit en 1943, donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et il a été écrit en français. Le Petit Prince, c'est le deuxième livre le plus traduit au monde après la Bible, donc en plus de 300 langues, je crois. Donc Le Petit Prince est peut-être connu comme un livre pour enfants, mais c'est plus qu'un livre pour enfants, c'est une œuvre philosophique. C'est de la poésie selon moi. Donc je vous explique simplement en quoi consiste Le Petit Prince. Dans le fond, Antoine de Saint-Exupéry se met en scène en tant qu'aviateur qui se retrouve en plein milieu du désert et qui rencontre le Petit Prince. Et puis il va avoir des conversations avec lui. Le Petit Prince va lui raconter ses différentes aventures. On dit que dans le fond, dans l'histoire, chaque rencontre que le Petit Prince fait est comme une allégorie à une thématique X, donc à un thème universel. Et j'ai aussi l'impression que quand on lit Le Petit Prince, c'est de reparler à son enfant intérieur, c'est de se recentrer sur ce qui est important. C'est une œuvre qui fait du bien, qui est émouvante. Et je crois sincèrement que les œuvres les plus simples sont les plus complètes puis les plus poétiques qu'on peut avoir. Parce qu'on peut bien mettre plein d'affaires, la simplicité, la pureté, c'est difficile à atteindre, selon moi. C'est la chose la plus difficile à atteindre. Donc, c'est pour ça que je crois que cette œuvre-là, c'est ma préférée. J'y retourne de temps en temps, bien évidemment, pour me faire du bien, pour relire des petits passages qui me font du bien, voilà. Donc, comme je mentionnais tantôt, Antoine de Saint-Exupéry utilise un enfant pour faire un message, une critique, une observation, appelez ça comme vous voulez, une analyse du monde des adultes. Parce que
Dans ce roman-là, je trouve qu'on parle énormément de la thématique des adultes. C'est comme ceux qui ont perdu leur cœur d'enfant, qui ont arrêté de jouer, qui ont arrêté de rire, qui s'arrêtent pas pour les petites choses de la vie. Le Petit Prince, c'est une boule d'émotions, il est tellement à fleur de peau, puis je me retrouve tellement en lui. Et donc, Antoine de Saint-Exupéry utilise un enfant dans ce roman pour partager son propos sur l'adulte. Mais il utilise aussi l'extraterrestre, parce que le Petit Prince habite sur une autre planète, pour, encore là, faire une autre observation sur le monde dans lequel on vit. Donc, autre chose importante dans ce roman, c'est les aquarelles. Donc, toutes les aquarelles ont été faites par l'auteur et sont présentes dans le livre un peu partout. Et ça fait vraiment partie complètement du roman. C'est merveilleusement bien fait. Et puis, si jamais vous avez un petit down dans votre vie, le Petit Prince, il est là pour vous. Donc, je pense pas avoir à en faire une thèse. Il y en a plein, ils en ont fait. Vous pourrez aller les lire. Mais je pense que ça parle de lui-même. Je pense que si vous l'avez lu, vous savez à quel point c'est bon. Donc, voilà. Ça fait le tour. Donc, et voilà pour mes 5 livres préférés. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc, j'essaie d'être super claire, d'essayer de passer à travers un peu tout ce que je sais de cette œuvre-là. Vous me ferez vos commentaires sur qu'est-ce que vous aimeriez voir, des idées de vidéos, des commentaires. Partagez-moi aussi vos livres préférés, j'aimerais ça savoir. C'est quoi les œuvres qui vous ont marqué, les œuvres que vous continuez à lire continuellement. J'aimerais bien les lire moi aussi. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Aimez la vidéo aussi, ça m'aiderait beaucoup. Donc, on se revoit bientôt pour ma prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine. Si vous entendez des petits clic, 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 c'est mon chien qui se promène dans ma maison, dans mon appart. Et là, il boit. Et je vous dis merci beaucoup et bonne journée. Et bonne journée. That's a wrap!